Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons parler évidemment de l'actualité, mais surtout de l'information et de l'information chez les jeunes, chez les lycéens notamment, peut-être des notions de complotisme, de fake news. Et pour en parler, en plateau, Maryse Broustaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Mantes-la-Jolie au lycée Saint-Exupéry et vous êtes membre du CLEMI. C'est un organisme qui s'occupe justement de problèmes de l'information vis-à-vis des lycéens. Donc on va en parler évidemment avec vous. Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Vous Bonjour êtes Patrice. avocate au barreau de Versailles. Stéphane Manson, vous êtes professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis en visio avec nous, Rémi Engrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du cabinet de la communication de la maire de Chanteloup-des-Vignes et vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle parfois, peut-être à tort d'ailleurs, les quartiers difficiles, on va dire les quartiers. Et justement, le problème de l'information, de la désinformation est très important dans ces quartiers. Vincent Couronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Surligneurs, donc vous faites très attention à ce qui sont des fake news, notamment dans le vocabulaire politique, et puis vous faites un podcast sur l'Europe et sur les idées reçues et les idées fausses, répandues notamment sur l'Europe. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Vous êtes éditeur, vous enseignez aussi à l'IUT de Rambouillet, donc vous êtes confronté vous aussi à des étudiants et parfois justement à ces fake news ou à cette désinformation. Alors avant d'en parler, peut-être qu'un élément d'actualité, mais qui n'est pas très éloigné de cela, c'est la tribune qui est parue dans la presse pour défendre Charlie Hebdo. Ensemble, défendons la liberté, avec cette phrase d'ailleurs: en défendant les libertés de blasphémer, ce n'est pas le blasphème que nous défendons, mais la liberté. Je vais commencer par vous, Maryse Broustaille. Est-ce que, par exemple, ce procès qui a lieu actuellement est un événement qui fait parler vos élèves? Alors, honnêtement, on n'en a pas discuté en classe et les élèves que moi j'ai au lycée actuellement, ils ont entre 15 et 18 ans. Donc, ils étaient, pour ceux qui sont en seconde, ils étaient en CM2 à l'époque. Oui. Donc, ils sont moins concernés que les générations précédentes avec lesquelles on a effectivement beaucoup échangé en classe. Là, j'ai vraiment pas eu l'occasion d'en discuter avec eux. Je pense que c'est moins important que ce n'était pour les plus âgés. Et il y a 5 ans, vous aviez... Voilà, il y a 5 ans, par contre, c'était Oui. quelque chose de très brûlant, dont on a beaucoup parlé, effectivement, et dont il fallait parler absolument, d'ailleurs, et qui n'était pas évident à traiter, parce que voilà, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à traiter en classe. Mais il y a 5 ans, effectivement, les élèves étaient très intéressés par l'actualité, comme nous tous, d'ailleurs. Bien sûr, mais on avait dit parfois que dans certains établissements, il y avait eu une minute de silence, notamment, qui avait dû être observée. Il y avait des élèves, notamment, qui refusaient d'observer cette minute de silence. Vous avez été confronté à ça ou Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas être confrontée. Ouais. Je pense que c'était davantage en collège qu'en lycée. Moi, j'étais en lycée. J'ai eu la chance de ne pas y être confrontée, mais effectivement, ça a existé. Ce qui était très compliqué surtout, c'est que les enseignants n'étaient pas formés à ce type d'événement. Donc c'était déjà une charge émotionnelle forte pour n'importe qui. Et en plus, amorcer un échange avec des élèves qui eux aussi sont choqués, on n'a pas du tout l'habitude. D'autant plus si ces élèves-là, ils avaient déjà des idées sur Charlie Hebdo, par exemple. Donc c'était très, très compliqué à l'époque. Aujourd'hui, on est un petit peu mieux préparé, et encore. Mais effectivement, oui, à l'époque, il a fallu qu'on en discute et c'était pas toujours facile. Ouais. Stéphane Manson, alors évidemment, vous enseignez à l'université. Forcément, vous n'allez pas parler d'actualité avec les élèves, mais ça peut arriver. Bien sûr que avec oui. les étudiants. Oui, vous savez, le droit, c'est tellement... Oui, vaste. oui, c'est tellement vaste qu'on peut raccrocher d'une manière ou d'une autre toujours une question Et d'actualité. il y a des problèmes de droit, d'ailleurs. Une question juridique. Il y a évidemment la question fondamentale de la liberté d'opinion et d'expression, bien entendu. Oui, nous en avons parlé à l'époque et nous en reparlons au moins incidemment en ce moment. Nous en avions parlé à l'époque en organisant des débats, bien entendu. Oui. Jean-Charles Lajoigny, je crois que vous-même, vous avez eu des débats sur ces sujets avec vos étudiants. Absolument. Nous, on en parle quotidiennement parce que je m'occupe de communication et de culture générale. Donc, bien évidemment, on en parle. J'organise des débats. C'est toujours passionnant, quelquefois impressionnant, tant certains étudiants sont totalement déconnectés de
de la vie réelle. Il y a des étudiants qui ne sont pas, c'est pas la majorité, mais il y a quand même des étudiants qui ne sont pas au courant du procès de Charlie Hebdo, par exemple. Ça leur passe totalement au-dessus de la... Rémi Engrand, justement, dans les... Ce qui concerne les premières années, en deuxième année, effectivement, les choses s'améliorent considérablement. Mais effectivement, c'est quelque chose dont on parle sans arrêt. Et le vrai problème est un problème qui est effectivement sur cette idée de blasphème. Et beaucoup d'étudiants sont choqués par le fait qu'on puisse critiquer une religion. Et donc, il faut expliquer la différence entre une religion et une personne, etc. Mais enfin, ça donne lieu à des choses intéressantes. Et honnêtement, on dit toujours que les débats n'apportent pas grand-chose. En tout cas, avec les étudiants, je pense que ces débats apportent énormément parce que la situation s'améliore notablement une fois qu'on a pu discuter et expliquer beaucoup les choses. Et donc ça, c'est très important. J'ajoute juste une petite chose, c'est que, et Madame qui est là a sûrement une idée là-dessus, je suis absolument abasourdi par une sorte de méconnaissance totale des étudiants quand ils arrivent après leur bac, enfin donc ils arrivent de terminale. Ils n'ont quasiment jamais lu de journaux, ils n'ont aucun accès à la presse, ils ne savent même pas que ça existe. Enfin, je veux dire, là, je pense qu'il y a un problème aussi d'enseignement dans le secondaire et que les professeurs ne doivent pas baisser les bras, quoi. C'est le rôle des profs de dire aux élèves que, au-delà on va parler des fake news tout à l'heure, mais qu'au-delà des fake news, il y a des journaux et qu'ils soient de droite ou de gauche, que ce soit le Figaro ou Libération, il n'y a pas de fake news dans ces journaux. Et c'est ça qu'il faut lire. Il faut arrêter un peu cette culture des trois lignes sur un téléphone portable qui est absolument consternante. On va en reparler tout à l'heure parce que c'est peut-être par là que viennent en effet la désinformation, les fake news et le complotisme. Mais justement, c'est tout le rôle du CLEMI, hein, qui est donc le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. C'est justement d'éveiller les élèves à la lecture des journaux, à l'information. Hein. Tout à fait, oui. Alors, ce que j'entendais, en fait, la presse écrite, c'est effectivement beaucoup moins lu par les élèves que par le passé. Ça, c'est une évidence. Après, sur l'accès à la presse, dans ce qu'on appelle les CDI, qui sont comme des médiathèques dans les établissements, il y a encore de la presse écrite, donc ils y ont accès. Après, c'est aussi aux enseignants de les y emmener, de les faire fréquenter. Moi, régulièrement, je demande à mes élèves de faire des revues de presse, ou bien on analyse des extraits d'articles, donc ça arrive. Mais c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que c'est pas une pratique récurrente et régulière des élèves. La presse écrite qu'ils lisent, c'est la presse locale, souvent c'est les Parisiens, et puis la presse de sport. Ça, c'est encore deux types de presse écrite que je constate encore un petit peu lus par les élèves. Effectivement, après, ils s'informent sur les réseaux sociaux, donc ils ne vont pas forcément lire un article entier. Et puis, c'est charge au CLEMI, effectivement, de proposer aux professeurs et donc aux élèves de fréquenter différents types de médias et d'être dans la pluralité des médias comme elle existe aujourd'hui. Rémi Engrand, je reviens donc à cette tribune sur la liberté de la presse. Est-ce que à Chanteloup-les-Vignes, les jeunes que vous côtoyez sont intéressés par exemple, le procès qui a lieu actuellement, ou est-ce que ça leur paraît un peu lointain ? Non, ça leur paraît pas lointain du tout. C'est une problématique qui revient très souvent sur le tapis. Moi, j'en parle avec des habitants, avec des associatifs, avec des élus aussi, hein, qui sont âgés de moins de 30 ans et qui peuvent avoir un rapport du coup un peu différent aux médias traditionnels, parce que effectivement, tout le monde en parle, mais le rapport aux médias, la façon dont on consomme et dont on est utilisateur de médias a profondément modifié aussi le rapport à l'expression. On est à la fois émetteur et récepteur. Il y a parfois aussi une forme de sentiment d'impunité quand on émet des messages. Donc il y a à la fois, je dirais, alors pour répondre à votre question, une dimension qui est celle d'un sentiment, d'un discours médiatique à deux vitesses. Il y a toujours le sentiment d'être enfermé dans une forme de cliché. Donc il y a une forme de victimisation qui revient assez régulièrement. C'est-à-dire on parle toujours de nous en mal. Mais à côté de ça, il y a aussi, et ça on l'a vécu il n'y a pas très longtemps à Chanteloup-les-Vignes avec l'expérience d'un YouTuber dont on a beaucoup parlé là dans la presse, qui a envoyé des dizaines de milliers de messages à caractère insultant, agressif, appel à la haine, en se cachant derrière quelque part un statut de YouTuber, donc en disant mais attendez, moi c'est mon gagne-pain, je fais ça, enfin c'est pour rigoler, c'est de l'humour. Oui, mais en réalité il y a un cadre à la liberté d'expression, et c'est ça qu'il faut expliquer. Le premier cadre à faire passer aux jeunes et aux moins jeunes, c'est déjà de confirmer qu'il y a bien un cadre à la liberté d'expression. Et quand on parle de Charlie Hebdo,
le sentiment, c'est oui, mais regardez, eux peuvent tout se permettre, alors que nous, pas. Oui, sauf qu'en même temps, Charlie Hebdo, on est vraiment dans le cadre de la liberté d'expression. Donc en fait, il y a vraiment, je pense que du coup, Monsieur Couronne nous apportera un éclairage sur le sujet, mais il y a vraiment une réflexion un peu juridique finalement à avoir au départ, pour bien comprendre que on peut dire beaucoup de choses dans ce pays. On peut également blasphémer, on peut également faire de l'humour, mais à un moment, il y a toujours ces limites de l'atteinte à l'intégrité de l'autre, l'atteinte à l'intégrité morale ou physique de l'autre. Justement, Vincent Couronne, alors peut-être on va aborder le problème juridique avec Stéphane Monson et Florence Mercadet aussi. On a eu là récemment, par exemple, un rappeur qui a tenu qui fait des textes très antisémites, presque négationnistes. Est-ce que la liberté d'expression, ça dépend du lieu où on s'exprime? Parce que lui, après tout, peut dire « je suis un artiste » et voilà, c'est de la création. De la même façon que Charlie Hebdo dit « moi, je suis un journal et j'ai le droit de blasphémer », mais peut-être qu'un individu, un youtubeur, comme on parlait Rémi Engrand, c'est un peu différent. Est-ce que le point de vue d'où on parle est important? Oui, Patrice, le point de vue d'où on parle, il a son importance parce que déjà, ça permet de savoir déjà qui va entendre ce point de vue. Est-ce qu'il y a plus ou moins de monde? Est-ce que c'est le cadre privé ou le cadre public? Donc ça, déjà, il y a une différence pour ce qui est de la qualification de la diffamation, par exemple, ou d'atteinte à l'honneur, ce genre de choses. Mais de manière générale, quand on est dans le cadre de la liberté d'expression, il me semble que l'endroit d'où on parle est important aussi parce que ça détermine quel est le ton que l'on va utiliser. Si on est Charlie Hebdo, on sait qu'on fait de la caricature et de la satire. Si on est Le Monde, on sait qu'on fait de l'information sérieuse, etc. Ce qui n'empêche pas d'avoir la caricature dans Le Monde, mais dans un cadre qui lui est réservé. On avait eu ce débat précédemment par rapport à Valeurs Actuelles qui avait mis une image de Daniel Obono, la députée, en esclave. Bon, ça posait problème parce que c'était pas dans un cadre, dans ce journal-là, réservé à la caricature. C'était un article d'information. Et donc, ça me semble important pour savoir si oui ou non, on insulte, oui ou non, on dépasse les bornes, etc., la liberté d'expression. Voilà, et puis, quand il s'agit de créateurs, bon, les artistes, là, à mon sens, ils ont une liberté quasiment totale. Donc, enfin, ça, c'est une opinion très, très personnelle. Mais donc là, du coup, on ne peut pas. Voilà, on pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, mais voilà, ça, c'est la façon dont je conçois les choses. Pour terminer sur ce sujet, Florence, la limite à cette liberté d'expression a été extrêmement bien exprimée, mais le fait d'avoir des propos racistes, des propos antisémites, des propos sexistes sont aussi condamnés par le code pénal. Même si c'est arrivé des rappeurs qui soient condamnés, non, oui, pour leur texte. Bien sûr. Donc, parce qu'on est un artiste que tout est forcément permis. Voilà, tout n'est pas permis. La liberté d'expression est assez... Dans l'histoire, Baudelaire, voilà, il y a un encadrement quand même, et il ne faut pas tomber dans des propos qui peuvent être attaqués de manière sur le plan pénal. Ok. Voilà. Oui, et de ce point de vue-là, Patrice, oui, effectivement, quelque chose que j'ai pas précisé, mais même si on est Charlie Hebdo, effectivement, il y a des limites pénales. Ce qu'on peut dire, c'est pas parce qu'on est un journal satirique qu'on peut tout dire, évidemment. Il y a eu des condamnations d'ailleurs, ou des procès en tout cas. Oui. Bien sûr. On va peut-être passer. J'ajouterai une petite chose, Patrice. Oui. Il y a un autre fait médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, qui est quand même l'affaire de cette jeune femme de l'UNEF voilée qui est qui a fait la une des journaux avec qui était auditionnée donc à l'Assemblée nationale. Et une députée est partie parce qu'elle avait le voile, hein, c'est ça. Exactement. Voilà, typiquement un fait médiatique. Là, on va parler d'islam, mais on sait aussi que l'islam vit aussi dans les quartiers. En tout cas, il y a énormément de gens qui sont de confession musulmane dans les quartiers. Typiquement là, il y a une incompréhension, c'est-à-dire d'un côté, on va avoir ce phénomène-là, avec des députés qui vont prendre cette décision de quitter la salle sous prétexte que la personne a un voile. Et puis d'autre côté, il y a Charlie Hebdo, et donc une perception extrêmement, je dirais, étriquée aussi du débat sur Charlie Hebdo. Donc quelque part, nous, les quartiers, et c'est juste pour répondre encore plus précisément à votre question, mais des quartiers comme Chanteloup-les-Vignes, c'est vrai pour Mantes-la-Jolie, etc. Finalement,
quand on écoute les jeunes, quand on écoute les habitants, ils ont toujours l'impression d'être tiraillés entre des extrêmes sur cette grande arène que sont les médias et que c'est jamais vraiment à leur avantage. Voilà, et donc il y a comme un sentiment de deux poids, deux mesures, mais je dis bien que c'est un sentiment de deux poids, deux mesures. Mais c'est ce sur quoi, précisément, il faut travailler aujourd'hui, notamment à travers de l'éducation aux médias. Voilà. Moi, je suis juste un mot. Je suis quand même toujours un peu inquiet, même par le sens même de votre question. Quand on commence à se demander si la liberté d'expression peut être à géométrie variable, c'est extrêmement inquiétant. Et quand Vincent Couronne mélange valeur actuelle avec le reste en disant que valeur actuelle, c'était un papier d'information, c'est totalement faux, puisque c'était une fiction. C'était une fiction historique. Ouais. C'était un feuilleton. C'est vrai. Donc cet argument ne tient absolument pas. Et la liberté d'expression, Florence Mercadet et Stéphane Manson en sont les témoins, c'est parfaitement balisé, il y a des lois, on sait ce qu'on a le droit de dire et pas dire, on ne peut pas être raciste, antisémite, ni sexiste, ni négationniste, c'est parfaitement défini et c'est très bien. Le reste, il n'y a pas d'endroit pour la liberté d'expression et d'endroit où on devrait limiter sa liberté d'expression. C'est le début de la fin et ce serait une catastrophe. Donc on ne peut pas accepter même cette formulation-là. Et ces endroits pour la liberté d'expression, non, bien évidemment, non. T'as compris, Vincent? Merci. Oui, mais cela étant, Merci Jean-Charles. il y a une enquête qui a été ouverte sur ce sujet et on verra ce qu'il en ressortira. Il y a des enquêtes. Oui. Juste un mot sur la question du voile à l'Assemblée, Stéphane Manson. Peut-être qu'aussi il faudrait se conformer un moment à la loi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où en effet le voile est permis, d'autres endroits où il ne l'est pas. Là, en l'occurrence, il était autorisé, me semble-t-il. Hein. Il n'était pas interdit. Donc ça signifie qu'il était autorisé. Mais l'opération a parfaitement réussi de la part de cette responsable du syndicat UNEF. Moi, ce qui m'interroge au-delà de tout... Oui, il y a une posture des deux côtés. Hein. Il y a une posture des deux côtés. Et ce qui m'interroge au-delà de tout, c'est en effet, ça a été souligné à maintes reprises, c'est de voir qu'en l'espace d'une quinzaine d'années, ce que l'UNEF est devenu. Avec la numéro 2 ou porte-parole de l'UNEF de Paris 1 qui apparaît voilée. Et ça, les gens qui avaient adhéré à l'UNEF en étant étudiants dans les années 70, ils sont nombreux à ne pas en croire leurs yeux. Qui était très proche du Parti communiste. Qui était très proche du Parti communiste. Et puis d'une conception carrément, j'allais dire, beaucoup plus que laïque, c'est-à-dire anti-religieuse. La laïcité ne l'est pas. Il y avait une position très, très radicale de ce point de vue. Un mot? Oui, juste un mot sur l'interdiction du voile. Au cours du mois de septembre, il y a une jeune avocate qui a voulu prêter serment avec le voile, qui en a été interdite. Le Conseil de l'Ordre a interdit le fait qu'elle puisse prêter serment avec un voile. Elle a fait appel de cette décision et la décision a été confirmée par la Cour d'appel, disant qu'il ne faut pas mélanger en l'espèce dans un tribunal sa profession avec des convictions religieuses. Auxiliaire de justice. Auxiliaire de justice, oui. Auxiliaire de justice. Très bien. Alors on va parler justement de complotisme. C'est le premier thème de cette émission, le complotisme et justement les jeunes. Mais je vais vous demander d'ailleurs, comment vous en êtes venu, vous êtes professeur d'histoire, hein, je rappelle, comment vous en êtes venu à vous intéresser justement au problème de l'information et peut-être aussi de la désinformation chez les jeunes? D'abord, c'est les disciplines que j'enseigne qui sont très liées à l'information et à l'actualité, donc l'histoire, géographie, et puis il y a maintenant ce qui s'appelle l'enseignement moral et civique. Il y a aussi le fait que, moi ça fait presque 20 ans que j'enseigne, mais j'ai toujours des élèves en face de moi qui ont le même âge, mais qui changent chaque année, et donc il faut toujours se mettre à jour sur leurs pratiques informationnelles qui ont largement été modifiées, et donc pour ça il faut échanger avec eux, comment vous vous informez, où vous vous informez. Et puis, il faut reconnaître que depuis 2015, il y a une plus grande place qui est faite à l'éducation aux médias et à l'information dans l'enseignement et dans les programmes. Ça a été reconnu par la loi sur la refondation de l'école comme une compétence transversale. Ça veut dire que tous les enseignants peuvent s'en emparer. Le problème, c'est qu'il faut trouver le temps dans les programmes qui sont très lourds de le faire. Il y a des programmes qui ont vraiment mis des thèmes d'éducation aux médias et à l'information à l'ordre du jour. Donc moi, je vais étudier avec mes élèves de première
en enseignement moral et civique, les réseaux sociaux et la fabrique de l'information. Donc on va parler de biais de confirmation, de bulles de filtre, on va parler de surinformation, de tri, de validité, on va parler de complotisme aussi, ça c'est un autre thème qu'on va aborder, complotisme, révisionnisme, un peu plus historique, et infox, puisque c'est le mot qu'on utilise pour les fake news. Donc il y a une place dans les programmes, les profs de lettres aussi, on a des thèmes sur s'informer, déformer. Il y a aussi une spécialité qui a été créée avec la réforme du lycée. Alors elle est un peu longue, c'est l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et il y a un thème sur s'informer, un regard critique sur les sources d'information, de communication. Donc il y a une place qui est faite. Maintenant, on peut davantage avoir l'occasion de traiter ça avec les élèves. Mais justement, alors, c'est une question un peu ambiguë que je vous pose, mais quand on est sensible aux thèses du complotisme, aux fake news, etc., vous êtes professeur d'histoire, c'est pas souvent parce qu'on a une mauvaise culture historique. Alors ça dépend des d'ailleurs. thèses complotistes auxquelles on adhère, et parfois c'est effectivement parce que par manque de connaissances. Par exemple, les Illuminati, je rappelle chaque fois aux élèves quand on fait la Révolution française que oui, ils ont existé, mais seulement entre 1776 et 1785. Oui, c'est ça. Voilà. Mais effectivement, parce qu'on reprend souvent des erreurs historiques qu'on fait patauger avec l'information du jour, quoi. Charge à nous, enseignants, et particulièrement en histoire-géographie, effectivement, de donner ce bagage culturel et historique aux élèves. Mais de toute façon, ils ne le connaissent pas forcément avant de l'étudier en classe, donc on ne peut pas leur en vouloir à eux, en tout cas, de faire des erreurs sur l'histoire quand on ne l'a pas encore étudié. C'est plus grave pour des adultes, effectivement, mais pour les élèves. Et c'est bien peut-être de mêler les deux, c'est-à-dire d'avoir à la fois l'enseignement historique et puis peut-être quelque chose qui est plus proche d'eux, c'est-à-dire l'information qu'ils peuvent voir, notamment sur les réseaux sociaux. Il y avait un sondage qui est paru il y a 2 ans, je crois, qui était assez inquiétant, qui disait que 79% des Français croient au moins à une théorie conspirationniste. C'est quand même incroyable. Oui, le sondage était un peu non, mais ça n'est pas innocent, Patrice. Vous savez bien qu'on ne nous dit pas tout, même sur ce sondage. D'ailleurs, y a-t-il une émission actuellement ? Est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on n'est pas là ? Rémi Engrand, justement, sur ces thèses complotistes, oui, tout simplement. Est-ce que vous en entendez, vous, beaucoup, qui se répandent ? Parce que parfois, il y a des fake news qui peuvent provoquer des agitations très fortes, dans des quartiers notamment. Oui, alors, déjà pour commencer, je dirais que le phénomène des fake news et du conspirationnisme ne touche pas uniquement les quartiers populaires, loin s'en faut, ça traverse tous les territoires. Après, il est vrai aussi que sur des territoires plus en difficulté, le terreau est peut-être plus fertile pour que ces théories-là prospèrent, notamment en s'appuyant sur ce que je décrivais auparavant, c'est-à-dire des sentiments de relégation, le sentiment d'être un citoyen de seconde zone, et donc très facilement, on en arrive à je suis la victime d'un grand système qui agit et lutte quotidiennement contre moi. Alors, après, ça s'exprime dans les petites choses du quotidien. Ça peut s'exprimer évidemment sur des lectures, des grandes lectures finalement des rapports de force de la société. Ça s'exprime aussi sur des petites rumeurs en réalité. Et on en revient finalement toujours à ce débat sur les réseaux sociaux et sur comment on arrive à contrôler, au moins encadrer l'information. On a eu des exemples à Chanteloup-les-Vignes de rumeurs qui sont parties d'à peu près rien. Un petit post sur Facebook, un tweet, on commence à laisser penser par exemple qu'un type en camionnette se promène dans la rue, qui va enlever les enfants des familles, etc. Et puis très rapidement, on se retrouve avec un postier qui est pris à partie dans sa camionnette par des gens, mais physiquement, parce que le message a fait le tour du quartier et que les habitants ont réellement l'impression qu'il va leur arriver quelque chose. Alors, il y a toujours un fond de vérité dans la rumeur, mais l'escalade se produit... c'est plausible. En tout cas, si c'est pas vrai, c'est toujours vrai. Il y a une sorte de vraisemblable. Alors, il y a une forme de vraisemblable, en effet. Et nous, du coup, en tant que communicants, mais pour ce qu'on voit en réalité, parce qu'il y a énormément de thèses qui circulent sur les réseaux que moi je vois pas, que personne ici ne voit. Il y a le Snapchat aujourd'hui en plus permet de dire des choses qui disparaissent. Enfin, ça va très très vite. Sur ce qu'on peut voir, on est du coup nous en tant que communicants publics, et là je parlerai vraiment avec mon expérience professionnelle, très souvent amenés à rectifier de l'information en temps réel.
Et ça vaut aussi pour des informations qui concernent aussi des projets qui sont lancés par la collectivité. Hein. Mais voilà, on sort un peu du champ du conspirationnisme, mais on reste quand même toujours sur celui de la représentation, de la perception de l'information et de la nécessité de la corriger en temps réel. Ça se passe à la fois à l'école, évidemment, avec le travail que peut faire le CLEMI et les enseignants au quotidien. Ça passe aussi par le travail que nous, communicants publics, pouvons faire au quotidien pour réobjectiver une information qui très souvent, avec le poids de l'affect, devient distordue, quoi. Alors, il y a une théorie des complots là qu'on a entendue ces derniers temps avec le port du masque, avec les vaccinations. Oui, si on veut nous faire vacciner, c'est parce que le virus a été développé par l'industrie pharmaceutique qui va gagner de l'argent en faisant des vaccins, etc. On a entendu ça. On a cité les Illuminati, encore. Je ne sais pas pourquoi les Illuminati. Je pense que ça vient du Da Vinci Code. Je pense que ça vient de là, qui a répondu parce que personne ne parlait des Illuminati avant ce livre-là. Jean-Charles, vous aviez raison. Vous avez raison, je pense. Non, c'est vrai que le fait de se fier à ce qu'on appelle les internets permet de répondre plus facilement des fake news que si on s'en tenait en effet à la presse écrite ou peut-être à la radio ou à la télévision. Absolument. Alors, moi, ce que je fais toujours en cours, c'est une sorte d'ordre que je donne. Là, c'est même pas un conseil, c'est que chaque information qui est délivrée par les étudiants dans un exposé, dans un devoir, dans une soutenance, doit toujours être sourcée et sourcée de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je ne peux accepter un chiffre qui vient d'un site internet absolument inconnu, etc. Et ce que j'apprends aux étudiants, c'est vraiment, OK, vous entendez parler de quelque chose, il y a des journaux, il y a des sites sérieux, il y a des sites qu'on peut recommander, presque labellisés, et voilà, c'est ceux-là qu'il faut croire, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est une sorte de mécanisme que les étudiants intègrent parfaitement, et ils découvrent qu'effectivement, il y a des sources d'informations qui sont fiables, et d'autres qui ne sont même pas fiables. Alors, je dis, c'est pas très grave quand il s'agit de savoir, de connaître le tour de taille de Kim Kardashian, c'est pas très grave. Mais sur des problèmes vraiment importants, ça peut changer. Effectivement. Et ils ont tous maintenant pris l'habitude et prennent assez vite l'habitude, effectivement, de vérifier, de sourcer l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Et comme le disait Madame tout à l'heure, c'est vrai que dans les bibliothèques, et à la bibliothèque de Rambouillet, il y a des journaux en accès libre, et il y a surtout pour tous les étudiants. Et j'imagine, c'est pas que à Rambouillet, bien évidemment, enfin je le sais, ils ont tous accès à toute la presse gratuitement sur leur ordinateur. Donc il n'y a aucune raison, il n'y a pas cette excuse de dire j'ai pas l'argent. Je leur dis mais c'est gratuit. C'est l'UVSQ qui vous offre cet accès. Donc voilà, l'information, elle est totalement libre en France et pour les étudiants, elle est gratuite. Donc il n'y a aucune excuse à pas la consulter. Maryse Bourstail, justement, la source principale d'information de vos élèves, c'est quoi ? Alors, moi, je suis très heureuse qu'on ait commencé à parler de ça parce que c'est vraiment la base, connaître les sources d'information. Et récemment, là, je leur demandais d'aller chercher des définitions et je leur ai dit, dites-moi dans quelle source vous allez les trouver. Et toujours, j'ai toujours un élève qui va me dire, la source, c'est Internet. Ou bien c'est Google. Et donc, charge à nous de leur expliquer, mais non, c'est pas ça une source d'information, c'est beaucoup plus précis, il faut qu'elle soit indiquée avec une présentation claire. Quand il n'y a pas de source, quand c'est anonyme, quand c'est douteux, il faut pacifier. Et donc ça, c'est vraiment très important de le préciser avec eux. On travaille effectivement en classe régulièrement. Et j'ai oublié votre question de départ. Non, justement, non. Je me demandais quelles étaient les sources d'information. Quelles sont leurs sources d'information ? Donc, vous me dites, c'est plutôt Alors, clairement, leur réflexe, ça ne va pas être d'aller vers l'écrit. Éventuellement, encore un petit peu, par exemple, sur des définitions, quelques-uns des dictionnaires papier, mais c'est quand même pas très courant. Ils vont sur Internet. Ils vont pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils vont sur Internet. Ils tapent dans un moteur de recherche et puis souvent des phrases entières en plus. Et puis ils prennent les premiers liens. Donc là aussi, on a un gros travail à faire, à leur expliquer comment on s'informe. Cela dit, il y a le pire et le meilleur sur Internet. Oui. Il y a aussi des choses vraies. Vincent Couronne, par exemple, on peut trouver on peut trouver vos surligneurs sur Internet, par exemple. Donc, il n'y a pas que des mauvaises choses. et même cette émission en replay. Voilà. C'est-à-dire la qualité parfois d'Internet. Mais vous avez raison, Jean-Charles et Maryse, de parler de la question des sources. En fait, la diffusion et le regain du complotisme, il s'explique aussi par un phénomène en fait qui est
nouveau, en tout cas qui date d'une petite dizaine d'années, qui est ce qu'on appelle en fait le nouveau marché de l'information. Alors qu'est-ce que c'est? Ce nouveau marché de l'information, c'est le fait que il y a une massification de l'information disponible. On le voit bien, hein, elle est partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a aussi le fait qu'avec nos smartphones, nous ayons des notifications en permanence qui captent notre attention. Il y a une vraie économie de l'attention de la part des grandes entreprises de la Silicon Valley. Et en captant notre attention, en fait, systématiquement, en longueur de journée, nous empêche de réfléchir, de nous concentrer suffisamment longuement sur des sujets. Combinons cela avec le fait que notre cerveau n'est simplement pas en mesure d'assimiler avec un regard critique tout ce qu'il reçoit, qu'il classe ses infos dans des cases qui sont préfabriquées. C'est ce qu'on appelle les préjugés. Hein. C'est un mécanisme totalement naturel, mais que évidemment on essaye souvent de combattre. Cette massification de l'information avec le renforcement des préjugés, notamment pour certains les théories du complot, fait qu'on a un retour de ces théories, un regain de ces théories du complot contre lesquelles en réalité, pour pouvoir lutter, il faut effectivement réapprendre aux jeunes comment lire l'information, et ça passe par l'étude des sources. Stéphane Monson et Florence Mercadet, peut-être, est-ce que au fond on n'est pas, et c'est une source de désinformation, trop informée aujourd'hui? Il y a des chaînes d'infos continues. On a l'impression que les événements sont tous importants, tous au même niveau, puisqu'il faut un événement chaque jour pour nourrir l'actualité. Est-ce que trop d'informations, au fond, ça ne tue pas la véritable information? Oui. Hein, trop d'impôts tue l'impôt. Hein. Mais cette rhétorique a pour le mérite d'être assez simple. Mais non, mais c'est pas. Non, mais bien sûr que c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'on parle des jeunes. Alors les jeunes, moi, je me sens inclus quand on parle des jeunes. Et d'autre part, je sais pas, on passe la frontière. Bien sûr, on passe la frontière. Mais je pense que c'est tout le monde. Les adultes. Ne fréquentent que très peu la presse écrite. Regardez les chiffres de la presse écrite en France. La presse écrite, c'est faux. Par rapport à d'autres cultures, à d'autres pays. Et peut-être pour une part de sa responsabilité d'ailleurs. Sans doute. Enfin, probablement. Il n'y a pas une culture de la. Il n'y a pas une culture française par rapport à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Regardez la puissance des organes de presse dans certaines grandes démocraties. Et puis, alors, trop d'informations, forcément, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne regarde pas la télévision. Mais je pense que c'est à la télévision que les choses sont les plus manifestes. Les chaînes d'infos continues qui ont été créées, je sais pas, fin des années 90, enfin début des années 2000. C'en est presque parfois comique parce j'allais dire, on peine parfois pour le journaliste qui est là à ramer, à essayer d'occuper l'espace sonore et d'occuper l'espace visuel avec des images qui passent en boucle. Qui sont pas sans rappeler presque le cinéma muet, si vous voulez, et puis avec des experts autoproclamés parce qu'il faut meubler, parce qu'il faut occuper l'espace sonore et l'espace visuel. Et même l'espace visuel, il y a un truc qui me fait toujours rire, moi, c'est quand avec il se passe quelque chose dans tous les sens. Quand il se passe quelque chose à l'Élysée, ils mettent toujours un journaliste sur le trottoir d'en face. Or, c'est l'endroit où on est le moins informé. Il vaut mieux rester à son bureau avec un téléphone. Et puis vous avez parfois, je sais pas, 2, 3. Parfois plus bandeaux qui sont là incrustés en même temps avec les cours de la bourse en haut à gauche, avec l'actualité brûlante en bas à droite, la météo. Et où est l'important, quoi? Où est l'essentiel? C'est ça qu'on ne sait plus. Florence Mercadet. Je pense qu'il y a une vraie confusion entre l'info et le buzz. Et je pense qu'il y a toutes ces chaînes, BFM TV, etc., ce qu'ils veulent, c'est faire du buzz, avoir des spectateurs et faire un bon audimat. Et donc, c'est entretenir du buzz et du bruit autour d'un certain nombre d'informations qui, finalement, n'ont peut-être pas grand intérêt ou qui peuvent être dites et analysées en 10 minutes plutôt que de passer la journée dessus. Et alors, sur le complotisme, si je peux dire un mot par rapport à ma profession, puisqu'il y a aussi des notions de complot, à plusieurs reprises pendant mon expérience. Des complices aussi. Pardon. Et c'est quand une personne perd son procès, c'est que c'est un complot. Et c'est que, notamment
en matière commerciale. Il y a des chefs d'entreprise qui disent mais en fait le juge qui m'a jugé finalement il est en contact avec des concurrents et donc les concurrents payent le juge pour que je perde mon procès. Ou donc voilà, c'est assez compliqué. Enfin bon, moi je passe du temps à leur expliquer que non, les juges sont censés être impartiaux et d'analyser les dossiers qu'ils ont, et on voit au travers des décisions qu'il y a des motivations qui sont réelles et que ça ne vient pas d'une histoire d'argent. C'est presque humain, je veux dire, de penser. Oui, mais c'est souvent, ce qu'il disait, c'est que dans certains quartiers où des jeunes se sentent mis à la marge, là c'est pareil, c'est une réaction de victime entre guillemets, pour pouvoir victimisation pour pouvoir avaler le procès perdu en se disant que son dossier était bon, mais c'est la faute du juge qui a été payé par les concurrents. Je suis tout à fait d'accord. En fait, souvent, le complotisme est né lorsqu'on ne veut pas admettre la réalité ou lorsqu'on n'a pas de vérité à laquelle se fier. Et donc, du coup, c'est très inconfortable. C'est pas du tout rassurant de ne pas connaître la vérité ou d'admettre une réalité qui est traumatique, qui est difficile à accepter. Et c'est là, souvent, que pour ne pas avoir à accepter une réalité difficile, on va imaginer des scénarios, parce que c'est plus des scénarios que des théories. D'ailleurs, souvent, les histoires de complotisme, c'est des histoires un peu fictives qu'on invente parce qu'on a du mal avec la réalité et la vérité, en fait. C'est souvent là que naît le complotisme. Rémi Engrand, pardon. Oui, juste un mot. Moi, souvent, des clients me disent que, de toute façon, la justice est manipulée par les francs-maçons. Oui. Complot. Il y avait même un procureur de Nice qui avait dit à peu près la même chose. C'est M. Montgolfier, me semble-t-il. Mais il paraît. Oui. Il paraît. Rémi Engrand, là-dessus, justement, sur ces infos qui se répandent. Alors, moi, j'ai entendu deux choses. Déjà, par rapport aux représentations qui sont véhiculées. Moi, je pense pas que la télévision soit le principal vecteur. Il suffit de regarder les chiffres de l'audimat aujourd'hui à la télévision. Globalement, je veux pas être trop caricatural, mais ça devient un média de plus de 60 ans, la télévision. Très clairement, aujourd'hui, les jeunes la regardent assez peu. En dehors des chaînes d'information continue. Et là, je parlerai aussi d'une expérience qui concerne uniquement les quartiers prioritaires. Mais dans les quartiers prioritaires, on a beaucoup de cafés, de maisons de jeunes, etc. Systématiquement, quand vous entrez dans ce genre d'établissement, vous avez BFM qui tourne en boucle. Et donc, on tape le carton, on joue au baby-foot, on discute le coup en regardant BFM TV ou BFM TV passe en fond. Mais c'est à peu près la seule consommation de médias télévisuels qu'on peut avoir, en tout cas pour une population qui aurait moins de 50 ans pour pas aller trop loin. Après, pour le coup, je travaille personnellement sur un projet de sourcing justement des interlocuteurs des quartiers avec BFM TV et l'association des maires Ville et Banlieue. BFM TV aujourd'hui a conscience de ça et mène une vraie réflexion aussi pour avoir une approche peut-être plus juste, plus équilibrée aussi de la réalité des territoires qui sont très clairement, pour parler des quartiers populaires, en tout cas l'objet de tous les fantasmes. Parce que, évidemment, la représentation que peuvent avoir les jeunes des quartiers sur la société en général, il y a aussi les représentations fantasmées que la société peut se faire sur ces quartiers qui concernent quand même 8% de la population nationale. Ouais. On va peut-être. Il y a juste une chose qui était intéressante, peut-être Jean-Charles, une réaction là-dessus. Oui. Vous parliez du buzz dans les chaînes d'information continue. CNews, justement, qui a monté beaucoup son audience grâce à beaucoup de buzz, on vient d'apprendre qu'au fond, les publicitaires ne suivaient pas. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à force de faire du buzz, finalement, les publicitaires sont un peu gênés aussi par certaines émissions qui font du buzz. Vous avez une réaction là-dessus, peut-être, Jean-Charles ? Oui, d'abord, je vous trouve assez injuste avec les chaînes d'information qui ont quand même le mérite de délivrer de l'information. Rappelez quand même que ces chaînes d'information en continu ne sont pas faites pour être regardées en continu. Donc, je ne connais personne qui regarde 12 heures de suite avec attention, Rémi, comme semble l'avoir fait Stéphane. Comme semble le dire Stéphane, qui nous dit qu'il ne regarde pas la télévision, mais qui nous décrit BFM TV avec un luxe de précision qui est absolument épatant. Il sait même où est placé l'indice boursier. Je dis chapeau pour quelqu'un qui ne la regarde pas. Il a dit sauf les chaînes d'information.
Mais non, plus sérieusement, moi je suis quand même beaucoup plus rassuré de voir les jeunes regarder BFM, CNews, LCI ou n'importe quelle chaîne d'information qu'un robinet à clip pour regarder des rappeurs entourés de femmes dans des poses curieuses. Voilà, honnêtement, c'est pas mal les chaînes d'info. Bien évidemment, c'est perfectible, mais c'est quand même de l'information. Il y a des défauts à ces chaînes, mais c'est quand même bien. C'est quand même Vincent Couronne. Oui, juste un mot. Je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui on regarde beaucoup moins la télévision qu'auparavant, mais je pense qu'il ne faut pas non plus diminuer le rôle que ces chaînes ont en tant qu'élément prescripteur sur l'information. Il y avait une étude qui avait été faite à l'époque des attentats de Charlie Hebdo, vu qu'on est en pleine actualité, c'est le moment d'en parler, pour essayer d'essayer de tracer les théories du complot à l'époque de ces attentats-là. En réalité, on s'était rendu compte, ces chercheurs-là s'étaient rendu compte que c'était souvent un tweet qui avait commencé, repris, mais que personne n'avait vraiment partagé, un petit compte, pas très suivi, repris par une chaîne d'information continue, et là, en fait, l'information est beaucoup plus visible, et revient ensuite sur Twitter pour se transformer en théorie du complot virale, etc. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu cette validation d'information de ce tweet isolé par une chaîne d'information continue. Et même si pas grand monde l'a vu au final sur la chaîne info, il n'empêche que ça a créé une théorie du complot. Donc voilà, simplement, je pense qu'il faut comprendre ce mécanisme-là pour essayer de les combattre. Qui est vrai pendant les grandes crises. C'est-à-dire qu'effectivement, le tweet arrive, BFM reprend, il y a un contexte et une ambiance médiatique qui s'installe au moment des attentats. Évidemment, on est dans une ambiance médiatique totalement hystérique. Tout le monde est branché sur la télé. C'est comme, enfin, il y a des crises comme le 11 septembre. Aujourd'hui, le Covid. Je pense que beaucoup de gens aussi suivent ça à la télévision parce que ça devient le média un peu rassurant aussi pendant comme vous dites, hein, c'est un média qui valide aussi à un moment l'information. Et c'est là qu'on va chercher la vérité quelque part dans les grands temps d'incertitude. Donc c'était, je crois, Madame Mercadet, non, ou Madame Broustal qui parlait de ça. Effectivement, la notion d'incertitude, elle est très importante, quoi. Elle est très très importante. Totalement, ouais, tout à fait. Alors voilà, si très rapidement un peu décrypter ce que c'est le complotisme, c'est le décryptage justement. Alors, il y a une chose qui m'a amusé, moi j'ai repris les fake news qui ont eu le plus de succès, et je vous en citais comme ça, je vous demandais pourquoi à votre avis elles ont eu du succès. Alors d'abord, il y a tous ceux qui ne sont pas morts. Il y a Elvis Presley évidemment qui est toujours en vie, il y a Michael Jackson, il y a Marilyn Monroe aussi. Hitler lui-même se porte bien. Qui serait l'un des amants de Marilyn Monroe. Pourquoi, à votre avis, ça marche, ce genre de choses? Mais ça, c'est l'attachement à des idoles. Ça, Ouais. c'est beaucoup ça. On n'a pas envie de les voir mourir. Et puis, en plus, c'est des personnages un peu sulfureux, qui ont connu des transformations physiques, donc ils pourraient se cacher, simuler leur mort pour être un peu tranquille. Mais là, c'est pas des théories qui sont très dangereuses, quoi. C'est plutôt rigolo, en fait. Oui, c'est amusant. Alors, il y en a une... Oui, pardon? Il y a quand même bien pire, parce que tout ça, c'est assez comique, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui pensent encore que la Terre est plate. Donc là, ça me paraît être la fake news absolue. Donc, Oui, il y a les platistes. Oui. Mais ça, est-ce que c'est du complotisme ou c'est de la croyance, ça? Enfin, c'est compliqué, hein? C'est de la désinformation aussi. C'est de la désinformation, mais c'est des gens qui croient, quoi. Enfin, Ce qui est vraiment inquiétant, alors il y a les platistes et puis il y a les anti-vaccins. En fait, ce qui est très inquiétant en ce moment, c'est que le domaine le plus sensible sur les thèmes de désinformation et de complotisme, c'est la science. C'est la science, et ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas être dans le fond pour décrypter en fait le complotisme qui est lié à la science, parce qu'il faut être expert pour pouvoir être bon. Donc il faut vraiment travailler la forme, c'est-à-dire regarder comment les informations à caractère scientifique sont diffusées, regarder qui est l'auteur, d'où ça vient. il y a d'ailleurs un etc. livre qui sort là-dessus, sur justement la désinformation en matière scientifique et l'influence parfois des lobbies aussi, qui donnent des phrases toutes faites à des journalistes, et voilà, qu'on trouve après dans des articles ou dans des éditos à la télévision, et qui sont en réalité totalement fausses. Pardon ? Sur la Covid, je pense aussi qu'il s'appuie sur toutes les incertitudes, le tâtonnement du gouvernement au début de la crise. Bien sûr, il y a des masques, en fait, il n'y a pas de masques. Il faut mettre des masques, il ne faut pas mettre des masques. Il faut rester confiné, maintenant on déconfine.
les enfants ne sont pas porteurs, maintenant ils sont porteurs, et je pense que du coup ça donne un peu d'eau à leur moulin en disant on nous dit absolument n'importe quoi, alors que effectivement ils patauchent parce que la Covid a été faite par les laboratoires, etc. Ça, il y a cette rumeur-là qui est assez forte, hein, le coronavirus. Le sida, avant, on l'avait dit de la même façon, a été créé par des laboratoires. Ça, c'est un truc qui est assez répandu, hein, une croyance, enfin une désinformation qui est assez répandue. Rémi Grandon, vous avez des anti-masques, on par a exemple effectivement, c'est intéressant parce qu'à la fin, ce complotisme, c'est toujours quelque part une rébellion contre une situation ou contre un ordre établi. Là, aujourd'hui, on a le phénomène des anti-masques qui prend quand même, mine de rien, de plus en plus de poids. J'ai moi-même été interpellé avec le maire de Chanteloup, pas plus tard que la semaine dernière, par une maire qui était vent debout vraiment contre l'obligation de porter le masque. Donc oui, dans ce genre de situation où extrêmement anxiogène, je crois qu'il y a une espèce de phénomène un peu naturel. Il y a des personnes qui vont s'appuyer là-dessus et puis du coup jouer David contre Goliath et en faisant feu de tout bois quelque part. Et donc, ça va être demain les vaccins. Bah non, je voudrais pas de vaccin parce que forcément, ces vaccins-là seront certainement vecteurs d'effets secondaires qui me rendront encore plus malade. Ça va être, je peux pas mettre le masque. Ça va être, je sais pas, demain le gel hydroalcoolique qui va certainement nous pourrir la peau des mains. Enfin, j'en sais rien. Il y a tout un tas de théories qui pourront circuler, mais on le voit. Je veux dire, là, c'est concret. Notamment sur le port du masque. J'en ai parlé moi-même avec des collègues qui travaillent soit dans d'autres collectivités, soit pour des parlementaires, qui me confirment bien qu'il y a une tendance en augmentation aujourd'hui sur le sujet à décrédibiliser le port du masque. Demain, certainement, vous aurez des actions en justice. Enfin, voilà, il va y avoir des... Oui, il y a toute une théorie qui prospère et ça prospère aussi sur les réseaux sociaux avec des gens qui vous disent mais attendez, ce que je vous dis c'est vrai, c'est validé par l'OMS. Enfin, voilà, il y a énormément de discours qui circulent et qui utilisent l'argument d'autorité. Mais moi, je pose la question, mais où êtes-vous allé chercher cette information? Oui, là, il me semble que vous changez totalement le terme du débat, c'est-à-dire que très honnêtement, on peut remettre en question l'utilité et le port du masque dans certains endroits sans pour autant être complotiste et nier quoi que ce soit médicalement. C'est-à-dire que vous semblez confondre un peu il y a un malentendu. Le discours de la... On peut pas envie de porter les anti-masques radicaux, si je peux dire. Voilà, c'est ça. Le masque va rendre malade mes enfants. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que le masque va rendre malade mes enfants. On n'a pas encore finalement la perspective, ni le retour, ni l'historique qui nous permet de savoir si ça rendra les gens plus malades ou pas. Donc là, ce qu'on vous raconte, c'est que le masque demain pourra vous faire souffrir de difficultés respiratoires, par exemple. Donc on est quand même mine de rien dans le champ qu'on est en train de travailler là tous ensemble et pas juste dans est-ce qu'il est pertinent de le mettre à telle heure ou à tel endroit. Hein, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Pour conclure sur cette Stéphane Monson, est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement? Il y a une grande mode de l'antipolitiquement correct qui est de dire on ne peut pas tout dire et le complotisme c'est on ne nous dit pas tout. Il n'y a pas un lien entre les deux finalement? Oui, mais ça a été dit. Je pense que c'est aussi adhérer à des informations manipulées ou à des thèses complotistes, tenter peut-être de se singulariser, de se distinguer, mais dans un sens inverse d'une stigmatisation. C'est-à-dire de dire, moi, j'appartiens au groupe qui sait. Voilà. Et donc, je sais que je sais et les autres ne savent pas. C'est sans doute, il y a une espèce de retournement de situation, de compensation. Et puis, fondamentalement aussi, on a parlé des habitudes, de la culture, de l'information, etc. tout à l'heure. C'est tellement, il y a une forme de paresse de l'esprit aussi. On a un truc tout fait, tout prêt à penser, qui s'appuie parfois sur des dogmes, des choses simplistes. C'est tellement simple, c'est du prêt à penser. Bon, ben voilà, allons-y, j'adopte ça, et puis j'ai pas besoin de me creuser les méninges, ou je n'ai pas besoin de douter, parce qu'on s'appuie là sur ces questions scientifiques fondamentales. La vérité, c'est que
pour beaucoup de choses, on ne sait pas, et que le doute fait pourtant partie intrinsèquement de la démarche scientifique. On n'aime plus douter, hein. On a très peur du doute aujourd'hui. Ben oui, mais dès lors qu'il est méthodique, le doute est indispensable. Et le fait de ne pas savoir apparaît insupportable. Absolument. Alors, on va finir avec ce thème, parce que je voudrais profiter justement de la présence d'une enseignante, d'enseignants, il y a plusieurs enseignants, d'une enseignante du secondaire avec nous, pour parler d'un thème dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est la tenue des lycéennes. Voilà, c'est le thème des lycéennes, justement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement dit du 14 septembre qui prône la liberté de tenue notamment des filles. Hein, ça concerne plus les filles que les garçons. C'est intéressant d'ailleurs, dans les lycées. Est-ce que vous avez un point de vue d'ailleurs là-dessus? Est-ce que vous dites, dans un lycée, moi j'avais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais au fond, la laïcité indique par exemple qu'on ne mette pas de signes de religieux voyants. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire après tout que il faut peut-être pas avoir une sexualisation trop voyante ou être un peu neutre? Ou est-ce que vous dites après tout non, on fait ce qu'on veut? Moi, je pense que la tenue, c'est pas forcément le problème. Le problème, c'est d'éduquer correctement les filles et les garçons à l'égalité entre les filles et les garçons, à avoir des jugements, à ne pas avoir des jugements préconçus. Et puis c'est un problème qui est quand même très récurrent et sur lequel on glisse sans arrêt. À mon avis, la tenue, c'est pas ça le problème. C'est vraiment l'éducation à l'égalité entre les sexes. Voilà, c'est ça. Et en travaillant ça avec les élèves, je pense qu'on aura moins de problèmes et moins de jugements peut-être sur les tenues qui sont trop longues, trop courtes. Encore une fois, ça implique dans ce problème de tenue le regard des garçons sur les filles. Hein, et des filles sur les filles aussi, hein, des regards de manière générale. Hein, c'est ça en fait. Mais peut-être un regard sexualisé des garçons aussi. Enfin, il y a quand même ça. Qui considère que c'est décent, pas décent, etc. C'est quand même une question compliquée. Ce qui prouve quand même une inégalité entre les garçons et les filles, parce que si vous utilisez le terme de sexualité, ça prouve bien qu'on met en opposition les garçons et les filles, quoi, qui ne peuvent pas. Si un garçon met un short, personne va, même très court, hein, personne va lui dire quoi que ce soit. Il y a eu un petit machin quand il y avait le truc qui dépassait, le caleçon qui dépassait le short. À un moment sur les garçons, ça avait fait un petit débat dans les établissements d'enseignement. Rémi Engrand, justement, est-ce que il y a des endroits où on peut s'habiller comme on veut et des endroits où on ne peut pas s'habiller comme on veut? Dans certains quartiers. Vous posez la question à moi, vous me posez la question concernant des quartiers comme à Chanteloup ou bien oui, par exemple, oui. Dites-moi. Oui, à Chanteloup, par exemple. Oh, écoutez, je pense que oui, il y a certainement un conformisme de la tenue vestimentaire qui peut s'exprimer à certains endroits. Après, honnêtement, pas plus tard qu'hier, j'étais en rendez-vous à la région Île-de-France et on a pu me faire partager avec moi plusieurs indicateurs qui permettaient justement de regarder en fonction des quartiers. Par exemple, dans les réunions, la proportion de femmes qui portent le voile, etc. Nous, à Chanteloup-les-Vignes, je peux vous dire que vous faites des réunions au centre social, on reste quand même sur une mixité absolue des populations, avec beaucoup de femmes qui ont des tenues vestimentaires très différentes. Alors, j'ai envie de vous dire, tout ça dépend des territoires. D'un quartier à un autre, on va pas avoir la même emprise. Et si le sujet dont vous êtes en train de me parler, c'est aussi le conformisme religieux ou confessionnel, il peut y avoir des territoires effectivement sur lesquels on verse dans ce que le président de la République nomme le séparatisme et que ce séparatisme s'exprime aussi de manière vestimentaire. Et je dis très honnêtement, je le dis même pas en tant que communicant au service de la ville de Chanteloup-les-Vignes, mais c'est pas le cas à Chanteloup-les-Vignes. On a la chance d'avoir un territoire qui est relativement préservé aussi des phénomènes de radicalisation, hein, ce qu'on nomme la radicalisation. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Et on peut avoir parfois des territoires, même des très petits territoires, qui vont être sous l'influence d'espaces confessionnels connus ou pas d'ailleurs, qui vont du coup imprimer une forme de conformisme, notamment vestimentaire. Alors après, quand on a dit ça, on n'a rien dit sur le reste, puisqu'en fait 90% de la réponse à votre question réside sur une population qui n'est même pas concernée par ce que je viens de décrire. Donc
pour vous répondre, moi, je vois des jeunes, en tout cas, si on parle des jeunes à Chanteloup-les-Vignes, je vois des jeunes qui sont habillés de toutes les façons, avec certainement, par contre, un conformisme qui est lié à ce qu'on peut voir dans les robinets à clips décrits par Monsieur Lajoigny, c'est-à-dire une culture urbaine, une culture hip-hop, une tenue vestimentaire qui va plutôt être calquée sur les stars de la chanson, de la télévision, beaucoup plus que sur les codes vestimentaires liés à quelconque religion. Moi, je constate. Juste une interruption. Florence Mercadet, vous avez apporté une photo, j'aimerais bien qu'on la voit, qui date des années 60. 60-70. 60-70, oui. Est-ce qu'on est devenu un peu pudibond depuis? Bah, écoutez, là, je trouve qu'on pourrait retrouver nos jeunes d'aujourd'hui qui sont habillés de cette façon-là. Donc, c'était aux États-Unis, ça, non? Ça, je pense que c'était aux États-Unis, mais c'était la même chose. Je pense que c'était la même chose en France. Mais je voulais juste dire une chose par rapport à cette histoire d'habillement. Je sais pas, vous avez dû entendre cette jeune fille qui a été attaquée, qui a été attaquée parce qu'elle portait une jupe. Les agresseurs ont été condamnés à une peine de 6 mois d'emprisonnement et également à faire du travail d'intérêt général et notamment à réfléchir sur cette évolution et sur la relation égalitaire entre les hommes et les femmes. Jean-Charles Lajoigny, mais rapidement parce qu'il nous reste à peine une minute. Très rapidement, je suis ravi que Florence Mercadet ait parlé de ces agressions de filles en jupe qui étaient à Strasbourg et puis ailleurs en France, et que ce problème de la tenue vestimentaire en milieu scolaire, elle est importante parce que si on cède encore une fois là-dessus, ce sera la porte ouverte après une espèce d'uniformisation et de dire bon, on ne va pas choquer, habillons tout le monde de la même façon. Recommandons le port du pantalon pour ne pas choquer les quelques élèves qui sont affolés par la vision d'un genou. Alors, c'est vrai qu'il on a entendu un lycée où des filles ont remis l'uniforme, par exemple. Hein. Elle préconise la remise de l'uniforme. C'est un recul quand même aussi, ça, non? C'est juste enterrer le problème. Comme le dit madame, éduquons les garçons, éduquons les filles, parce qu'entre filles, c'est aussi terrible. De nombreuses filles traitent les autres de traîner à partir du moment où certaines sont habillées de façon un tout petit peu légère. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est encore une fois uniquement un problème d'éducation et de sévérité envers les délinquants de la parole et quelquefois du geste. Vous n'êtes pas que pour la tenue normale comme le ministre de l'Éducation nationale. Il nous reste plus de temps. Je vouliez parler d'un livre. Ah oui. Vous avez 30 secondes à peu près. Donc c'est un livre qui a été écrit par une jeune fille qui a 24 ans, qui s'appelle Marine Sanclémente et Catherine Fay. Elles sont parties toutes les deux en Mauritanie sur les traces vous l'avez à l'écran, sur les traces de 2 femmes qui en 1933 sont arrivées sur un langoustier en Mauritanie et qui ont parcouru la Mauritanie toutes les deux. Et donc elles sont parties sur les traces de ces 2 dames pour essayer de retrouver exactement les endroits où elles sont allées. Et c'est très intéressant, c'est extrêmement bien écrit, donc je vous le conseille parce que ça y est, on est parti en Mauritanie, elles nous font connaître les paysages, les modes de vie, et voilà. Donc ça s'appelle L'année des 2 dames, mais ça n'est malheureusement pas aux éditions Lajoigny. Non, je suis désolée, c'est aux éditions Paulsen. Et je vous conseille cette lecture. Merci beaucoup Maryse Broustaille, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir souvent, parce que c'est intéressant ce travail que vous menez avec les enfants. Merci beaucoup Rémi Engrand, merci beaucoup Florence Mercadet-Choquet, Stéphane Monson, Vincent Couronne et Jean-Charles Lajoigny. À très vite pour un nouveau numéro de PAF.